islamistes, racialistes, décolonialistes, déconstructionnistes, néo-féministes, et je suis sûre que j'en oublie dans la liste, tous répètent en règle générale ce que le gauchisme culturel a imprimé comme marque dans notre pays. Autrement dit, la France serait une imposture à la fois morale et intellectuelle, et de citer pêle-mêle le Code noir, Vichy, le colonialisme, le fascisme, bref, à les entendre, la France, finalement, c'est le Voldemort des nations. Le problème, c'est que c'est un petit peu oublié au passage, finalement, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui n'est quand même pas rien dans les références politiques, pas seulement en France, mais dans le monde entier. L'abolition de l'esclavage en 1848 grâce à Victor Schœlcher, toujours quelque chose qui n'est pas rien dans l'héritage que l'on a pu laisser au monde. La résistance et l'immense courage de Français naguère anonymes et aujourd'hui un peu plus connus, la France libre et tout ce qu'elle a signifié, mais aussi la décolonisation et puis plus récemment, plus près de nous, l'abolition de la peine de mort. Tout ça fait de la France une nation pas exactement comme les autres. Le seul problème, c'est qu'elle semble avoir oublié, puisque jusqu'à notre président, qui un jour déclara, en semblant convaincu de ce qu'il disait, qu'il n'y avait pas de culture française. Eh bien justement, nous nous sommes posé la question, nous y avons très vite répondu, et pourquoi est-ce que nous avons choisi ce titre, Le génie français, par orgueil, parce que finalement nous nous pensons au-dessus de toutes les autres nations? Eh bien non. Bien que lorsqu'on appartient à une nation particulière et lorsqu'on l'aime, on a malgré tout tendance un petit peu entre nous à penser qu'elle vaut peut-être mieux que les autres. Sur ce point-là, sans doute nous trompons-nous. Mais en revanche, sur le génie particulier d'une nation, non. Chaque nation a son propre génie. Finalement, le génie, qu'est-ce que c'est ? Un être surnaturel, non, la France n'a pas une protection particulière, mais le génie français, ce sont un ensemble de caractéristiques qui sont liées à l'histoire, à la production artistique, à la production intellectuelle, et qui confèrent à un peuple ou à une civilisation son originalité, sa particularité, sa singularité. Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans la France ? Qu'est-ce que cette France a de si singulier pour pouvoir entretenir chez l'homme du commun, comme chez le philosophe, le peintre, l'homme politique peut-être, une passion? Eh bien, c'est justement ce que Front Populaire va vous inviter à faire avec cette nouvelle revue. Elle est baptisée Le génie français. En toute modestie, me direz-vous? Eh bien non. En toute non orgueil, mais en toute reconnaissance de l'imaginaire et de l'intérêt que cet imaginaire a pour nous, pour vous, l'intérêt que cet imaginaire a eu dans le passé pour nous aider à nous relever quand nous avions chuté, comme au moment de la résistance, l'intérêt qu'il peut avoir aujourd'hui alors que nous affrontons un certain nombre de défis. Je vous invite à venir lire ce numéro tout particulier, d'abord parce qu'il va vous amener très loin et vous ramener aussi très près de vos préoccupations actuelles. Quand vous l'ouvrirez, vous tomberez directement au XVIIIe siècle, grâce à un article d'Henri de Montvallier sur l'art de la conversation. Et s'il y a bien un art français, c'est celui de la conversation. Alors c'est quoi cette conversation? Eh bien, Henri de Montvallier va vous l'expliquer. Il vous le dit tout de suite. La conversation, ce n'est ni le dialogue, ni la discussion, ni le débat, encore moins le bavardage ou le commérage. Bon, c'est quand même bien ennuyeux si on ne peut même pas commérer. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, la conversation, ça n'a pas pour but d'échanger des arguments, pour défendre ou critiquer une thèse, non. En fait, c'est parler pour le plaisir, certes, pour apprendre, pour instruire, pour rire, mais surtout dans un cadre de confiance et d'amitié. Quand vous regardez l'état d'invective de notre débat national aujourd'hui, nous aurions peut-être intérêt de nous inspirer de cet art de la conversation qui était vu comme si français. Et pourquoi en fait cet art de la conversation
et un moment très particulier de notre histoire et définit aussi la relation que l'aristocratie va avoir à un moment donné avec son pays. Eh bien, c'est aussi ce que vous apprend cet article. Autrement dit, que l'essor de cette conversation, elle correspond aussi à un moment où la noblesse n'est plus légitime, elle a pris ses distances avec la guerre et avec la politique, elle en est exclue parce que la Fronde a instruit les rois qui ont fait en sorte finalement de castrer ces trublions aristocratiques, et du coup, le pouvoir se reporte sur le langage. Le langage devient une sorte d'art de savoir-vivre ritualisé. Et c'est exactement ce que va nous expliquer Henri de Montvallier. Mais vous allez pouvoir continuer avec une France bien plus charnelle, bien plus charnue, celle dont nous parle Bérénice Levé et qui nous dit « La France, ce n'est pas simplement l'art du langage ou l'art de la conversation, ça l'est aussi. Mais la France, c'est aussi l'art de l'incarnation. » Et comment est-ce que Bérénice en est arrivée là? Eh bien, tout simplement, elle part d'une réflexion sur la monarchie de Juillet, cette pauvre monarchie de Juillet qui va hériter d'une France fracturée, décomposée par la Révolution et qui finalement est coupée en deux. D'un côté, une France acquise aux idéaux révolutionnaires et de l'autre, une France qui a une immense nostalgie de l'Ancien Régime. Et que va faire en fait ce malheureux Louis-Philippe qui est à la tête de cette France et qui se dit « mais si je n'arrive pas à recoudre ces deux morceaux ensemble, je vais quand même avoir du mal à faire quelque chose de ça. » Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va finalement donner à aimer la France. Et comment il va donner à aimer la France? Eh bien, il va s'appuyer sur l'histoire. Et puis, il se trouve qu'il va aussi rencontrer un historien qui n'est pas qu'un historien, qui est un écrivain, qui est un politique aussi, dans sa capacité à vous entraîner et à vous faire partager ses vues, c'est Michelet. Et Michelet va construire tout un imaginaire auquel vont adhérer un certain nombre d'écoliers plus tard, au point que Michelet, aujourd'hui, est un des historiens les plus cités par ceux qui ont un rapport réellement charnel à la nation. Donc cet art de vivre charnel français, je vous invite à découvrir comment Bérénice Levé l'a trouvé, expliqué et nous le décrit à travers les siècles. Et puis, le génie français, il n'est pas que masculin, c'est aussi le génie de toutes ces femmes. Et peut-être que beaucoup ont été invisibilisées, mais toutes ne le sont pas. Et donc, on a aussi Séverine Auffray qui revient sur toutes ces femmes qui ont marqué leur siècle. Elle va nous parler de Jeanne d'Arc, mais aussi de Christine de Pisan, une sorte de premier écrivain français, d'Olympe de Gouges, la révolutionnaire, celle qui finalement va critiquer la Révolution en disant qu'une révolution qui ne permet pas aux femmes d'accéder au statut de citoyenne est une révolution qui piétine ses propres idéaux, en quoi elle n'avait pas tout à fait tort. Mais on a aussi Hubertine Auclair, notre première suffragette, Louise Michel, ou La générosité faite femme. Bref, des femmes qui ont marqué leur temps, politique et qui aujourd'hui encore sont des références. Vous avez ensuite Yann Moix. Et Yann Moix s'est emparé d'un chef-d'œuvre de notre littérature, Cyrano de Bergerac. Et il faut lire ce qu'il vous en dit, puisque selon Yann Moix, et je pense qu'il n'a pas tort, le vrai amour, le profond amour de Cyrano, ce n'est pas Roxane, c'est sa langue natale, c'est la langue française. Et je vous invite à lire ce très très bel article dans lequel Yann Moix nous fait la démonstration de cette supposition. Mais nous continuons, et on ne pouvait pas parler du génie français sans parler de la Révolution. Et sans parler surtout de ce qui a précédé. La Révolution n'arrive pas comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Elle se nourrit des révoltes qui la précèdent et elle se nourrit du regard que vont porter les écrivains, les politiques, sur toutes ces révoltes. Et c'est ce que va nous expliquer Frédéric Dufoin.
Il y a bien d'autres articles que vous allez pouvoir lire dans ce numéro 3 de Front Populaire. Je ne vais pas tous vous les dévoiler. D'abord parce que là, on a essayé de vous attirer un petit peu, de vous séduire, toujours cet art de la séduction à la française. Maintenant, on veut que vous les lisiez, que vous vous en empariez. Voilà, il y a un très très bel article également de Jacques Sapir, Rémi Brague qui nous parle du rapport entre la France et la religion, extrêmement intéressant. Jacques Sapir, lui, c'est le génie politique national. Kevin Boucteau-Victoire nous présente les origines du mouvement social français et ainsi de suite. Je vous assure, moi, personnellement, pendant 2 jours, je ne l'ai pas lâché, ce numéro. Et mon seul regret, c'est de n'avoir pas écrit à l'intérieur, parce qu'étant donné la qualité de tous les articles que j'ai lus, j'aurais été très fière de faire partie de cet aéropage. Le génie français, c'est ce que tous ces auteurs vont vous expliquer, et je peux vous dire qu'ils y participent eux aussi. Je vous remercie et à bientôt.